Bonjour Marion Maréchal. Bonjour. Merci beaucoup d'être ce matin sur le plateau de LCI, directrice de l'école ICEP, soutien d'Éric Zemmour. Vous avez officialisé cela assez récemment et vous revenez après une ellipse quand même assez longue 5 ans. sur la scène de la politique française, 5 ans. Dans 3 semaines, précisément, nous serons pile le dernier jour de la campagne présidentielle avant le premier tour. Donc ça va aller très vite, on va en parler. Ne cédez pas au découragement, avez-vous lancé à la salle d'un meeting à Orléans mercredi. On va y reviendra. Mais d'abord, l'Ukraine, la guerre devient de plus en plus douloureuse au fil des jours. Ce matin, Lviv, la grande ville de l'Ouest, a été touchée à son tour par des bombardements, des missiles russes qui ont détruit une usine dans le quartier de l'aéroport il y a quelques heures. La France, avec les pays de l'OTAN, les États-Unis évidemment en particulier, livre des armes, fournit une aide financière massive et tente d'asphyxier l'économie russe. Est-ce que c'est la bonne méthode pour peser sur Poutine ? Alors, ce qui est sûr, c'est que la France ne peut pas rester de toute façon immobile face à cela. Elle doit avoir un rôle de médiateur. Ce qui est relativement déplorable, c'est que manifestement, elle ne parvient pas à avoir un rôle actif dans l'évolution de la médiation entre l'Ukraine et la Russie, c'est le moins qu'on puisse dire. Ce qui est certain, c'est qu'il est normal, étant donné que la Russie a déclenché la guerre, on est passé d'une étape j'ai envie de dire, de tension, d'escalade et de menace à l'étape de la guerre. Et de ce fait-là, la Russie en porte la responsabilité. Donc il est normal qu'il y ait des sanctions, si tant est qu'évidemment ces sanctions soient calibrées de telle manière qu'elles n'impactent pas trop durement nos économies et nos peuples respectifs. Elles sont trop fortes ? D'ailleurs, non, à ce titre-là, je fais notamment référence à la question de l'embargo qui est défendu par certains sur le plan du gaz et du pétrole. On voit bien que les Américains sont allés dans cette voie parce qu'ils ont le luxe de pouvoir se le permettre, qui ne dépendent pas du gaz russe et qui ne dépendent que marginalement du pétrole américain. Donc je crois qu'il faut savoir raison garder de ce point de vue-là et être capable simplement de moduler les sanctions en fonction de ce qui impactera le moins, évidemment, nos économies déjà douloureusement atteintes par le Covid. Médiation déplorable, ou en tout cas assez peu active. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que nous avons un président qui a quand même à de nombreuses reprises tenté, et ça c'est tout à son honneur, de créer du lien avec Vladimir Poutine sans que cela n'aboutisse manifestement à grand-chose, puisque même le pas qui a été fait par M. Zelensky sur l'annonce de ne pas intégrer l'OTAN n'a manifestement pas découlé d'une initiative française ou en tout cas d'une argumentation française. Ce que je constate en tout cas aujourd'hui, c'est que Emmanuel Macron échoue sur 2 plans. D'une part, à faire entendre une voix un peu différente et un peu au-dessus des autres dans le cadre de ce dossier. Mais la deuxième, c'est sur la question de la défense européenne, qui a été au cœur, vous savez, du sommet européen, dans le cadre d'une grande réflexion sur l'autonomie stratégique du continent. Et on voit bien que sur ce dossier pour lequel plaide Emmanuel Macron, c'est-à-dire une défense autonome, indépendante, qui est très séduisante sur le papier, il est désespérément seul et que son mandat n'a pas suffi à convaincre d'autres partenaires à aller vers cette voie. J'en veux pour preuve le fait... Le bouger quand même assez spectaculaire de l'Allemagne, par exemple, ça vous paraît Non, mais j'en veux pour preuve sur la défense... un signe de convergence vers les positions françaises ? Ce que je constate en tout cas, non, c'est que je vois d'un côté des Polonais qui achètent davantage de matériel américain, je vois des Allemands qui décident d'acheter des avions de combat américains au détriment d'ailleurs de l'avion de combat français et au détriment même d'ailleurs du projet d'avion de combat franco-allemand en cours de développement. Je vois un Premier ministre néerlandais qui, le jour même du sommet européen, quand Emmanuel Macron, à quelques kilomètres de là, plaide pour l'autonomie stratégique, va à Sciences Po dire qu'il est au contraire pour que l'OTAN reste la pierre angulaire de la sécurité européenne. Autant dire, finalement, une Europe de la défense qui aujourd'hui est en train, à travers cette guerre russo-ukrainienne, d'avancer vers encore davantage d'alignement dans le commandement sous couvert américain. C'est votre interprétation, pardon. Juste sur la voie... Factuelle. Vous dites il appelle Poutine, Emmanuel Macron, pour dire les choses familièrement, ça ne donne rien. Quelle autre voix pèse davantage que la sienne ? Manifestement, même le gouvernement israélien a réussi à avoir un rôle de médiateur plus important, semble-t-il, pour faire avancer. Pour quel résultat ? Donc, en tout cas, ce qui est sûr pour l'instant, c'est que... Aucun résultat, vous êtes d'accord avec ça ? Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on a en tout cas des relations une diplomatie qui n'est pas rompue entre l'Ukraine et la Russie, ce qui est une bonne chose. Ce que je crois, c'est que nous sommes aujourd'hui victimes de choix de longue date en ce qui concerne la France, du fait de notre appartenance au commandement intégré de l'OTAN. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, je soutiens Éric Zemmour qui souhaite en sortir, car je crois qu'à travers cette sortie
politique et symbolique, il y a aussi la démonstration d'une voix différente de celle de la diplomatie européenne stricte ou de la diplomatie de l'OTAN, qui contribuerait à ce que nous soyons davantage probablement audibles que nous ne le sommes aujourd'hui, parce que la réalité, et ça a été dit d'ailleurs par Vladimir Poutine, c'est que quand il a le président français au téléphone, il sait de toute façon que derrière, le véritable interlocuteur, c'est le président américain. Et c'est ça qui se l'intéresse. Et ensuite, la question d'une armée française pluricapacitaire, également autonome et indépendante. Et c'est là où nous attendions peut-être davantage dans l'annonce du programme d'Emmanuel Macron d'hier, davantage de perspectives pour avoir un développement beaucoup plus intense de nos capacités militaires qui ont été depuis des années sacrifiées malheureusement. Marion Maréchal, juste une information, parce qu'encore une fois, ça évolue heure par heure. On apprend à l'instant qu'il y a des combats au centre-ville de Mariupol, cette ville martyre, détruite largement, assiégée depuis des semaines. La population est affamée. Et là, on arrive dans une nouvelle dimension de ce conflit, avec des combats en centre-ville. Les Français vivent cette guerre à distance avec beaucoup de crainte, et aussi à travers le drame que vivent les réfugiés ukrainiens, plus de 3,5 millions, presque 4 sur les routes. L'aide, c'est vrai que l'accueil conditionnel formulé par Éric Zemmour, après qu'il a, dans un premier réflexe, dit qu'il devait rester en Pologne, a semblé décalé par rapport à l'élan de solidarité qu'on connaît en France. Il a eu tort de rester, si je puis dire, sur ses fondamentaux au départ. Alors, je ne crois pas qu'il y ait eu un accord conditionnel. Il y a eu la volonté d'abord de répondre à un fait et à une volonté des réfugiés ukrainiens qui était celle de pouvoir d'abord s'installer dans les pays limitrophes pour pouvoir rester près de leurs proches, ce qui m'apparaît tout à fait légitime. Et donc, une volonté forte de sa part de dire la France doit être aux côtés de la Pologne, notamment de la Pologne, pour apporter une aide médicale, une aide sanitaire, une aide humanitaire, une aide financière, et plaider d'ailleurs auprès de l'Union européenne pour que l'Union européenne cesse les sanctions et les amendes qu'elle inflige aujourd'hui à la Pologne pour d'autres raisons, mais qui évidemment ne contribuent pas à faciliter, à aider ces pays dans l'accueil massif de ces réfugiés. Donc ça, c'était une première chose. Le message premier, c'est qu'ils restent en Pologne. Ah non, non, c'est pas du tout ça. C'est les Ukrainiens, et les Ukrainiens veulent d'abord aller dans les pays limitrophes, et ça, excusez-moi, mais c'est totalement factuel, et tous les reportages télévisuels... Personne ne l'a nié. Voilà, donc on y répond. On le voit d'ailleurs, c'est dans les chiffres. Le but en tant que Français, c'est pas de se faire plaisir. Le but, c'est d'aider vraiment et véritablement ces gens comme ils en ont besoin. Et ensuite, il a précisé, il a dit évidemment que si à côté de cela, il y a des Ukrainiens, comme on le voit d'ailleurs, on en a à peu près 10 000, je crois, qui sont arrivés maintenant, 17 000 qui sont maintenant arrivés depuis quelques semaines, évidemment qu'ils sont les bienvenus en France. Attendez, et qu'ils seront pris en charge. Les réfugiés ukrainiens, tous, en parce tant qu'il que a dit, c'est parce qu'il a dit réfugiés. Éric Zemmour, dans un deuxième temps, il a dit, s'ils ont des attaches avec la France et s'ils sont francophones, est-ce que pour vous, tous les Ukrainiens qui souhaitent venir se réfugier en France sont sans distinction? Là où il a eu un point de vigilance, et je pense qu'il a eu tout à fait raison, c'est qu'il a été révélé, notamment par vos confrères du Figaro, et pas seulement, qu'il y a aujourd'hui à peu près 30% de ces réfugiés dits ukrainiens qui en fait se révèlent ne pas être c'est parfaitement démenti des Ukrainiens. Ça a été effectivement écrit par le Figaro. Excusez-moi, ça a été même dit par le gouvernement. Ça a été mesuré au tout début, et maintenant c'est, semble-t-il, totalement. Écoutez, ça a même été dit par le gouvernement. Il y a même eu une annonce du gouvernement qui en appelait en effet à la vigilance et qui a dit oui, en effet, nous devons être attentifs à cela, parce que l'on sait 17 100 personnes arrivées. Excusez-moi, 17 000 Ukrainiens arrivés en France, dont 16 600 sont vraiment entre guillemets. Mais très bien, sauf que en l'occurrence, moi je vous dis, je m'en tiens à ce qui a été dit par le gouvernement, qui en effet a constaté que l'ouverture de cette voie migratoire, une fois de plus, parce que c'est systématiquement le cas, et on le sait, tente à profiter à d'autres personnes qui s'insèrent pour rentrer dans l'espace Schengen. Donc il y a eu un point de vigilance sur ces cas-là. Sur les réfugiés ukrainiens, évidemment, qui sont des femmes et des enfants, dans l'immense majorité des cas, il n'y a bien évidemment pas de difficulté de ce point de vue-là. Et d'ailleurs, la règle, à mon avis, de base, qui a été rappelée par Éric Zemmour, c'est de dire les réfugiés européens doivent d'abord être accueillis par les pays européens, de la même manière que des réfugiés africains devraient d'abord l'être par des pays africains, et de la même manière au Moyen-Orient. Chose qui n'est malheureusement pas le cas systématiquement. Et là, la France, en l'occurrence, a ce devoir du fait de notre lien continental, bien évidemment. Pour clore ce chapitre, s'il devait y en avoir 100 000, comme Gérald Darmanin l'a annoncé il y a une semaine, il pourrait y en avoir jusqu'à 100 000.
on en accueille 100 000. Oui, il pourrait y en avoir jusqu'à 100 000, bien évidemment. Et une fois de plus, je pense que la France, là-dessus, est tout à fait généreuse. Mais en revanche, ce qui serait intéressant, c'est que pour pouvoir accueillir dignement ces Ukrainiens, parce que ça implique derrière un accueil, une aide financière, il serait judicieux que nous puissions en parallèle réduire et mieux réguler l'immigration illégale qui arrive par ailleurs, en particulier d'Afrique et du Maghreb, et mieux gérer des filières qui sont aujourd'hui totalement dévoyées. Je pense notamment au droit d'asile, dont on sait que l'immense partie des déboutés ne quittent jamais le territoire. Voilà, donc si on veut pouvoir les accueillir dignement, parce que c'est notre responsabilité, à côté de cela, peut-être va-t-il falloir à un moment mettre un peu d'ordre. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, je n'ai pas non plus vu beaucoup de choses, si ce n'est même quasiment rien, dans les annonces d'Emmanuel Macron sur la question migratoire, à part une vague, je l'avais noté, réflexion sur l'organisation du droit d'asile. Vous admettrez que c'est quand même un peu léger au regard de l'enjeu. Le programme d'Éric Zemmour a été aussi présenté, il va être développé, 72 pages, 72 mesures, on va y venir. Mais est-ce à cause de l'Ukraine que la campagne d'Éric Zemmour marque le pas? Son admiration pour Poutine d'abord, qu'il a expliqué, vous aussi d'ailleurs, vous êtes expliqué sur les éloges que vous aviez fait à Poutine, vous n'êtes pas la seule. Mais je crois... Oui, bon, allez-y, posez la question. Je l'admire et je l'envie, c'est ce que vous aviez dit. Il y a eu l'admiration pour Poutine et puis il y a eu ce dont on vient de parler sur les flux. Est-ce que c'est ça, précisément, qui explique qu'il était qualifié au second tour à un certain moment dans les sondages et il ne l'est plus aujourd'hui? Les sondages, c'est la vérité d'aujourd'hui. Déjà, ce qui est certain, d'ailleurs, j'ai pas dit que j'admirais Vladimir Poutine, mais qu'importe, on va y revenir juste après. J'ai la fierté à son peuple, je l'admire et je l'envie. J'ai pas de problème. Ah oui, je croyais que vous parliez de moi, mais très bien. Mais en l'occurrence, ce que je crois, c'est qu'il y a aujourd'hui une campagne qui est totalement écrasée, c'est vrai, par l'actualité russo-ukrainienne, qui met en difficulté le fait de mettre en avant d'autres problématiques qui sont tout à fait majeures pour notre pays. Or, le problème, c'est que les crises ne s'annulent pas, elles se cumulent, et ce n'est pas parce que demain la guerre russo-ukrainienne dure ou, nous l'espérons, s'arrête que le problème de la question migratoire, la question identitaire, la question sécuritaire, la question économique de la France sera réglée. Donc c'est vrai qu'on a le sentiment de se faire un peu confisquer le débat de ce point de vue-là, avec une attitude d'Emmanuel Macron pour le moins surprenante qui tente à enjamber, c'est vrai, l'élection, qui se confronte et refuse le débat. Sa conférence de presse hier n'y a rien changé. Qui a présenté extrêmement tardivement son programme, qui est un programme, et j'espère qu'on y reviendra aussi, qui est des grandes déclarations générales et beaucoup de mesures techniques, mais dont on a du mal à ressortir la vision, qui démontre d'ailleurs qu'Emmanuel Macron est un vote un peu, sans mauvais jeu de mots, de roulette russe, parce que sur un certain nombre de sujets majeurs, on voit bien que le Macron de 2021 n'est pas le Macron de 2017, ni même le Macron de 2020 ou de 2019. Pourtant, ce matin, beaucoup écrivent dans la presse... c'est un programme dans la continuité de son quinquennat. Écoutez, je vais vous donner 3 exemples qui sont quand même des exemples qui ne sont pas neutres. Le premier, on en a beaucoup parlé, mais ça m'apparaît essentiel, c'est la question du nucléaire. Un président en 2018 qui annonce la fermeture de 14 réacteurs et qui aujourd'hui souhaite en rouvrir 6. Mais pardon, c'est un mandat quand même perdu pour rien en termes d'investissement et en termes de projection et donc d'indépendance énergétique. Sur le pacte vert européen. Alors le pacte vert européen, pour ceux qui ne savent pas, c'est un ensemble de restrictions à l'égard de nos agriculteurs votés par le Parlement européen, soutenus à l'époque par Emmanuel Macron et par ses eurodéputés, qui vont aboutir, et ça c'est l'étude d'impact qui le dit, à une baisse de la production agricole européenne. Et Emmanuel Macron dit aujourd'hui vouloir revenir dessus, alors même que ça date d'il y a quelques mois. Et la dernière chose, c'est par exemple les retraites. On a aujourd'hui un président qui fait des déclarations sur les 65 ans, mais dont on ne sait pas du tout si cette mesure va s'inscrire dans le cadre de la réforme dont il nous parlait il y a encore un an et qu'il défendait bec et ongles, qui était la réforme à points, vous vous en souvenez. Il l'a abandonné depuis le début 2020. Donc admettez quand même qu'on se remet dans les mains d'un homme qui est capable d'embarder idéologiques à quelques mois d'intervalle qui sont quand même compliqués à suivre. Alors à propos d'idéologie, c'est vrai qu'Éric Zemmour a marqué l'opinion de façon spectaculaire par son discours d'entrée en campagne, l'immigration, à la source de tous les maux identitaires, économiques, culturels de la France. Est-ce qu'il n'a pas, au passage, oublié les Français dans cette conquête? Est-ce qu'il n'a pas négligé la vie quotidienne des Français? Je ne crois pas du tout, et d'ailleurs il en a fait la démonstration depuis très largement. Il a probablement, avec un programme, vous l'avez rappelé, de près de 400 mesures, oui, alors, extrêmement... début, il avait dit, je ne vais pas faire 2-3 mesures, je ne suis pas candidat à être Premier ministre. Depuis, effectivement, il un programme intégralement financé d'ailleurs, contrairement à d'autres, et qui révèle, et qui souhaite d'ailleurs rendre à peu près 22 milliards de pouvoir d'achat aux Français et près de 36 milliards de compétitivité aux entreprises, avec des mesures qui bénéficieraient à la fois
aux familles, aux personnes âgées et à l'ensemble des Français en général. Je crois qu'aucun n'est aussi ambitieux de ce point de vue-là, donc il a parfaitement conscience de la difficulté du quotidien des Français. Le pouvoir d'achat, pardon, mais Marine Le Pen a toujours été sur ce thème et aujourd'hui on voit bien qu'elle en tire les fruits. Très bien, mais je vous réponds sur le fait qu'il n'a pas du tout mis cela de côté. Ce qu'il dit, et je partage, d'ailleurs c'est l'une des raisons pour lesquelles je le soutiens, c'est que la question civilisationnelle, c'est-à-dire à la fois migratoire, démographique et culturelle, est une question absolument centrale, parce que si nous voulons baisser massivement les impôts et les taxes dans notre pays, cela doit passer également par des économies massives, et que l'immigration est un des leviers, pas le levier exclusif, mais un des leviers d'économie massive. Oui, il dit dans sa page 6 du programme qu'il va organiser, c'est sa première mesure, un grand référendum sur l'immigration, la sécurité et la justice. Et alors, je voudrais savoir, quelle question, par exemple, il dit « Je stopperai les flux migratoires » dans la page suivante, « Supprimer le droit au regroupement familial, je le ferai. » Mais si c'est une question posée par référendum, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans ce référendum, et que les Français disent non, eh bien, il ne stoppera pas les flux migratoires. D'accord, mais ce que je veux dire, c'est que... mais bien sûr, si les Français disent non à un référendum, bien sûr, mais ce que je crois quand même, si on est un petit peu cohérent, c'est que si les Français élisent Éric Zemmour, en sachant pertinemment que l'une de ses priorités, c'est le contrôle migratoire strict, j'en conclus que normalement, ils devraient voter oui par référendum, majoritairement. Il y a un doute. Ah oui, mais alors, vous savez, c'est le risque de la démocratie. Si les Français disent non... C'est la différence entre des candidats qui n'ont pas peur de la souveraineté populaire et de s'en remettre au débat populaire, et des candidats qui, en effet, depuis des années, refusent de pratiquer le référendum au prétexte que le peuple serait trop ignare pour pouvoir répondre aux questions. Mais la réalité, je vais vous dire, sur l'immigration, tous les sondages d'opinion révèlent que l'immense majorité des Français considèrent qu'il y a trop d'immigration en France, et d'autant plus que, c'est l'occasion de le rappeler, Emmanuel Macron a battu un record absolu de ce point de vue-là, puisqu'il a accordé plus d'1 200 000 nouveaux titres de séjour à des personnes extra-européennes durant son quinquennat, absolument, qu'il n'y a jamais eu, si je ne m'abuse, 15% de moins d'éloignement des personnes clandestines que sous François Hollande. Il n'y a quasiment jamais eu aussi peu d'application des obligations de quitter le territoire en dépit de ses promesses. Je vais faire en sorte que ce soit plus efficace. Je trouve oui, sa pensée. Évidemment. Effectivement, mais je veux dire, la situation s'est très gravement dégradée. Les visas. Quelle autre arme est-il avons-nous, auriez-vous? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup parce que vous avez raison. Déjà, d'une part, les visas, il va réduire les visas après avoir mis en place un record absolu de délivrance de visas, mais très bien. La deuxième chose, c'est que, en effet, les visas sont l'une des premières causes d'immigration clandestine, puisque c'est des personnes qui se maintiennent sur le territoire une fois le visa expiré. Il y a bien évidemment aussi toute la question des pompes aspirantes, à la fois sociales et à la fois législatives, parmi lesquelles les personnes qu'on expulse. Les droits qui... Ah oui, bien sûr. Et puis après, il y a la question du dévoiement, je vous en ai parlé tout à l'heure, de certaines filières, la question du droit d'asile, bien évidemment, et peut-être même la question en partie des étudiants, dont on sait aujourd'hui, malheureusement, qu'elle est aussi un moyen de détourner, d'arriver sur le territoire et de ne plus en partir. Une question, Marion Maréchal. Interdire le voile dans l'espace public, ce n'est pas au chapitre de l'identité dans le programme, c'est au chapitre de l'égalité homme-femme. C'est pas hypocrite? Ah bah en tout cas, non, je crois pas. C'est le voile, c'est une volonté de coloniser le paysage français, c'est une arme politique. Oui, je crois que ce que veut dire Éric Zemmour à travers cela... on le retrouve au chapitre égalité homme-femme. Alors, le voile, écoutez, moi, je vais vous répondre... un outil d'asservissement de l'homme et la femme, ou est-ce que c'est un outil religieux, politique, au service des islamistes tels qu'ils le disent? Je crois qu'il y a les deux dimensions là-dedans. Et moi, personnellement, sur la question du voile, je resterai toujours mal à l'aise, si vous voulez, avec cette dimension du port du voile, à partir du moment où dans le monde, il continuera à y avoir des femmes qui mourront ou lapidées, ou condamnées, ou marginalisées parce qu'elles refusent de le porter. Donc on voit bien que ça n'est pas un vêtement neutre et qu'il est un levier d'oppression dans le monde entier, et donc que le porter dans le pays libre qui est le nôtre et sa multiplication ces dernières années, parce que ça n'a pas toujours été le cas, et vous le savez, notamment des premières vagues d'immigration parfaitement assimilées, les femmes ne portaient pas le voile. Il y a plus de voile, c'est incontestable. Gisèle Halimi, si vous voulez, c'est une féministe, elle était contre le voile, elle ne stigmatisait pas l'islam. Ce qui m'étonne, c'est qu'on le retrouve à ce chapitre-là. Je trouve que par rapport aux déclarations
assez véhémente d'Éric Zemmour ce qui est sur vrai. la signification politique du voile, c'est curieux. Alors, Non, je crois pas, parce que en l'occurrence, alors il faudra lui poser la question, c'est pas moi qui ai organisé le programme, mais ce que je crois, c'est qu'aujourd'hui, il y a bien évidemment des femmes, ne le nions pas, qui le portent volontairement, mais il y a aussi, c'est vrai, dans beaucoup de quartiers malheureusement français, des femmes qui le portent contraintes, parce que si elles ne le portent pas, elles vivent sous l'opprobre et la menace, voilà. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, ça pose une vraie vous ne difficulté. répondez pas tout à fait à ma question. Bah Marion non, Maréchal, parce je que voudrais qu'on écoute- on parle de l'égalité homme-femme, donc je veux dire, si elles Oui. n'ont pas la liberté de pouvoir le Mais porter, pourquoi qu'elles le c'est font sous la associatif? pression, Voilà, c'est on qu'il lui posera la question. Je voudrais qu'on écoute, si vous voulez bien, Robert Ménard, il était à votre place hier matin et il a très mal pris manifestement Il le fait était que vous le ignoble. renvoyiez. en parler. On l'écoute, il n'a pas du tout aimé que vous le renvoyiez aux victimes du Bataclan quand il a Bah, dit je comprends bien, ouvert on va lui expliquer grand pourquoi. les bras aux réfugiés ukrainiens. Quelqu'un qui se présente comme une catho, qui devrait faire preuve d'un peu de bienveillance, de charité. Attendez, elle a des mots, pas à mon égard, moi je suis capable de me défendre, à l'égard de tout le monde, des réfugiés, d'une dureté incroyable. Et elle manque pas de toupet quand même, parce que je vous rappelle qu'elle est alliée maintenant avec Éric Zemmour, et c'est ces mêmes personnes qui viennent me faire une leçon de morale. Une leçon morale de sa part à elle. Non, honnêtement, elle ne sait pas de quoi elle parle. Elle ne sait pas de quoi elle parle. Elle se prend pour une géopoliticienne, Oui. alors qu'elle soit un brin plus modeste. Bon, Alors bon, là, il n'y a pas d'argument politique avec des attaques personnelles, donc je ne vais pas répondre sur le fond là-dessus, mais je vais quand même rappeler le cœur de notre discorde. En l'occurrence, je répondais non pas à la question des réfugiés ukrainiens, j'ai été interrogée là-dessus sur le fait qu'ils disent avoir commis une faute morale en refusant à l'époque d'accepter les réfugiés syriens, faisant un parallèle qui m'apparaît complètement, inefficace, enfin en tout cas impropre entre les réfugiés ukrainiens et les réfugiés syriens. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, lorsque l'on accueillait des réfugiés syriens, il y avait un risque de islamiste majeur, puisque la Syrie était le cœur nucléaire. Non, pardon, mais je vous réponds, le cœur nucléaire du djihadisme. Et j'ai rappelé à ce titre que dire que c'était une faute morale alors que nous avons connu les victimes du Bataclan, dont on sait que les terroristes s'étaient infiltrés par la voie migratoire venue de Syrie, oui, ça m'apparaissait quand même une erreur. Voilà. Bon, après, évidemment, je comprends que ce soit pas très agréable à entendre pour lui, donc il tombe dans l'invective, l'insulte, le mépris, la condescendance. Bon, c'est un petit peu dommage. J'aurais aimé qu'il réponde sur le fond lorsque je lui rappelais qu'en effet, il n'y avait pas de comparaison possible entre les réfugiés syriens et les réfugiés ukrainiens, évidemment. Vous le situez où maintenant? Bah, je ne sais pas, ça dépend des jours. C'est-à-dire? Bah, je ne sais pas, parce qu'il change d'avis sur tout en permanence, donc c'est un peu compliqué. Manifestement, il a beaucoup de sympathie pour Macron ces derniers temps, donc je ne sais pas. Vous pensez qu'il dérive vers le macronisme? Bah, je ne sais pas, j'ai même vu sa femme, dont il est très proche politiquement, déclarer il y a encore quelques jours que finalement elle était pour l'aide médicale d'État. Voilà, Oui. vous savez, cette Il prise nous en l'a charge redit hier. intégrale, voilà, cette Oui. prise en charge intégrale Ça vous semble de macroniste comme 100%, position? 100% des soins pour les personnes clandestines sur le territoire, je trouve ça un Merci. petit peu surprenant, alors qu'il disait l'inverse il y a encore quelques Merci, mois avec beaucoup de véhémence. Maréchal, ne cédez pas au découragement. Ils sont découragés, les militants de Zemmour? Ah bah j'ai voulu faire cela, vous savez, parce que j'étais à Orléans, donc Oui. il y avait ce magnifique symbole de Jeanne d'Arc, et je voulais leur dire cela parce que je crois que beaucoup de Français ont le sentiment que l'élection présidentielle est presque une formalité et qu'elle est jouée d'avance, qu'on tente en tout cas de leur Il faire peut croire être au second cela. tour? Ah, j'en suis absolument convaincue, et je pense qu'il y sera. La méthode Coué, là. Parce Non, que non, dans les non, non, sondages aujourd'hui, Je ne crois pas, parce que vous savez, déjà, les sondages, qu'ils soient bons ou mauvais, déjà, de base, il ne faut pas s'en remettre intégralement. Et je crois qu'il a un potentiel énorme pour une raison, peut-être la première raison, qu'il arrive aujourd'hui, chaque jour, à briser davantage le cordon sanitaire. Et j'en veux pour preuve qu'il a encore eu, il y a quelques jours, le soutien d'un sénateur LR, M. Sébastien Meurant, et qu'il a d'ores et déjà un certain nombre de personnalités de premier plan, comme M. Ciotti, M. Bellamy ou encore le sénateur Étienne Blanc, qui ont dit qu'en cas de deuxième tour, ils voteraient pour lui face à Emmanuel Macron. Rien que pour ça, c'est une victoire extraordinaire pour le camp national qui n'avait jusqu'alors jamais été obtenue. Ce sera de toute façon une victoire, c'est ce que vous dites, qu'il soit qualifié ou non au second tour. Pour l'instant, il ne l'est pas dans les sondages. Merci. Vous serez candidate à la législative? Je ne sais pas encore. Vous hésitez? J'hésite encore pour des raisons personnelles. Vous attendez un enfant? Voilà, exactement. Donc Mais je n'ai pas pris la décision, mais en tout cas, dans tous les cas, je serai ça vous intéresse? aux côtés d'Éric Zemmour pour l'accompagner dans cette élection. Et sans doute dans les législatives. Merci Marion Maréchal d'avoir Merci été à vous. ce matin sur le plateau de LCI. Pardon Guillaume pour le retard, dans un instant la météo. Oups.